Maître Honorable Assistance. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter ma communication intitulée La dermoscopie des tumeurs inguinales. Donc, à travers des cas cliniques. Donc, je serai beaucoup plus pratique. Donc, avant de commencer, il faut savoir que la dermoscopie, en matière de pathologie inguinale, il joue un rôle très important. C'est-à-dire qu'il permet d'analyser les différentes parties de l'appareil inguinal. Également, des études, ils ont plusieurs études actuellement. Ils ont démontré l'efficacité, également la sensibilité de cette onychoscopie donc en matière de pathologie inguinale. Donc, il faut savoir, on va commencer par, avant de commencer tout ce qui est pathologique, donc on va commencer par l'aspect normal, comment ça se présente, l'onychoscopie sur le plan normal. Donc, il faut savoir que la dermoscopie donc, du repli, il se présente le plus souvent sous forme d'un aspect rose pâle, donc avec une petite bande qu'on appelle la cuticule lorsqu'on fait une immersion. Donc, la cuticule elle est transparente. Juste derrière, donc, on a des boucles vasculaires, ce qu'on appelle un aspect en épingle cheveux, et réparties de façon homogène, de façon régulière, en homogénéité, donc à peu près de 30 capillaires par 5 mm. Donc la tablette, il apparaît également transparente. Parfois, on a cet aspect rose pâle, donc qui témoigne de la couleur du lit de langue. Donc il se termine par une partie qui est blanchâtre, qui se détache de l'hyponychium, qu'on appelle la bande onychodermique. Donc le lit, il apparaît sur le plan dermoscopique un aspect rose pâle. Donc le plus souvent, certains patients, on peut voir certains vaisseaux donc linéaires. Donc, le plus souvent, c'est des patients qui ont des activités manuelles beaucoup plus importantes. Donc, on va commencer par la première observation. Donc, c'est une patiente de 45 ans, sans antécédents pathologiques notables, et qui présente depuis 8 mois ces tumeurs sous-inguinales du major gauche. Devant ce tableau, donc, on a évoqué pas mal de diagnostics, un mélanome achromique, une kyste d'implantation, ou bien un bothriomycome. Donc, sur le plan, bien évidemment, toujours la dermoscopie reste indispensable donc pour une meilleure analyse sémiologique de la lésion. Donc, vous voyez cet aspect qui est vasculaire, d'accord, avec des aires qui sont rougeâtres, parfois ce qu'on appelle des globules qui sont donc rougeâtres, et un parti jaunâtre donc, qui témoigne que c'est une tumeur un peu en surface kératinisante. Et lorsqu'il y a une bonne démarcation, donc ce qu'on appelle le signe de la collerette. Vous voyez également à ce niveau donc une partie onycholytique, parce que la tumeur il se localise à cheval entre l'hyponychium et le lit de langue. Et bien évidemment, donc, on est beaucoup plus orienté vers une tumeur vasculaire. Donc la radiographie s'impose dans certaines situations, donc il faut la demander. Donc il n'y a pas de réaction osseuse sous-jacente. Et l'exploration chirurgicale, bien évidemment, donc il explore, vous voyez, une partie qui est sous le lit de l'angle, donc avec une biopsie exérèse qui est en faveur d'un bothriomycome. Donc le bothriomycome ou bien granulome pyogénique sur le plan dermoscopique au niveau de la peau normale, donc il apparaît sous forme de ces images donc globuleuses, donc des aires donc rougeâtres, séparées par des septins. Et également, ce critère de collerette, c'est très important donc, pour l'orientation diagnostique. Donc, quelques cas de bothriomycome du service, surtout ces formes sous-inguinales, qui posent énormément de problèmes d'étiologie par rapport surtout au mélanome achromique. Vous voyez, le plus souvent, dans les formes aiguës, ils apparaissent de façon érodée, avec une vascularisation un peu polymorphe, saignante. Également, on peut avoir des spots hémorragiques à ce niveau, donc de couleur rouge pourpre qui nous oriente vers donc, le bothriomycome. Un autre cas du service, donc un granulome pyogénique sous-inguinal avec une dermoscopie, donc qui va montrer également une zone onycholytique. Et il faut savoir que ces granulomes pyogéniques au niveau de l'angle, ils sont assez fréquents, surtout en cas d'angle incarné, et chez les patients qui sont sous certains traitements comme les rétinoïdes, la cyclosporine. Donc, ils sont un peu, parfois le plus souvent, ils sont multiples. Donc, il faut savoir que ces caractéristiques dermoscopiques qui ne permettent pas donc de différencier entre le mélanome achromique également le bothriomycome, d'où la nécessité donc, de l'histologie qui s'impose. Donc surtout sur les critères dermoscopiques dans les formes aiguës, donc le plus souvent c'est érodé avec une composante vasculaire prédominante. Les lésions anciennes, on a beaucoup plus donc une épidermisation avec une collerette qui devient beaucoup plus visible. Parfois, on peut trouver des zones qui sont de couleur marron, parfois nécrotiques.
Donc on passe à la deuxième observation concernant la patiente de 39 ans, sans antécédents pathologiques notables, et qui présente depuis 1 an cette lésion donc, de l'angle avec une petite encoche au niveau distal. Donc cliniquement, c'est un peu difficile, donc on est obligé d'évoquer plusieurs diagnostics, c'est-à-dire le spectre d'analyse de diagnostic évoqué, donc il est un peu large. Donc on va évoquer donc, une verrue, donc onychopapillome, mélanome achromique, la maladie de Bowen. Donc sur le plan dermoscopique, qu'est-ce qu'on voit? Donc il faut bien analyser la lésion. Donc il faut voir la couleur. Donc, quelles sont les couleurs qui sont beaucoup plus prédominantes? On voit à ce niveau donc, une petite bande, ce qu'on appelle la bande rouge, donc érythronichique, donc qui provient le plus souvent de cette lunule. La lunule, c'est la projection de la matrice distale. Donc c'est-à-dire probablement c'est une tumeur matricielle proximale, donc c'est une bande érythronichique. Parfois, au sein de cette bande, on trouve des hémorragies filiformes. Et au niveau distal, c'est une onycholyse sous forme particulièrement, donc un aspect en V. Et si on voit le bord libre, donc on trouve une petite, donc une kératinisation, donc une partie kératosique, donc au niveau distal. Donc l'exploration, donc je fais une exploration chirurgicale, donc une dermoscopie péropératoire qui va trouver une tumeur qui est longitudinale, également papillomateuse, donc avec des vascularisations en épingle à cheveux, dont l'exérèse était en faveur d'un onychopapillome. Il faut savoir que le onychopapillome, c'est une tumeur assez fréquente, parfois il est négligé. Le plus souvent, on incrimine les papillomavirus. Donc, ils se présentent sur le plan clinique sous forme de différents aspects d'érythronichie longitudinale, donc parfois loconichie, parfois mélanonichie. Et également sur le plan dermoscopique, on a cet aspect très caractéristique. Si vous voyez un aspect de bande érythronichique avec des hémorragies filiformes, parfois cette onycholyse triangulaire et l'hyperkératose, parfois sous forme de bande mélanonichique. Donc, différents aspects dermoscopiques, donc aspect triangulaire. Vous voyez, cette onycholyse, c'est très caractéristique avec l'hyperkératose sous-inguinale. Donc, la troisième observation concernant la patiente de 34 ans, sans antécédent, donc avec un antécédent suivi pour une neurofibromatose type 1, qui présente depuis 3 ans cette dystrophie hyperalgique donc, du 4e doigt, donc résistant au traitement antalgique. Donc, devant ce tableau, donc, il y a plusieurs diagnostics à évoquer. Le neurofibrome, schwannome. Également, on peut évoquer la tumeur glomique. Donc, la dermoscopie classique, donc, on peut trouver, donc, objectiver une zone qui est érythémateuse. Donc, et l'exploration, donc la radio ne montre pas d'ostéolyse. Également, l'exploration chirurgicale, vous voyez cette tumeur, donc avec une dermoscopie péropératoire, donc qui va objectiver l'aspect violacé, avec parcouru de fines télangiectasies. Et vous voyez la dermoscopie péropératoire, il a un rôle très important donc, de délimiter la tumeur donc, et voir l'extension, surtout au niveau postérieur, au niveau matriciel, également au niveau latéral et antérieur. Donc l'exploration et l'exérèse était en faveur qui a confirmé la tumeur glomique. Donc, il faut savoir que la dermoscopie péropératoire en matière de tumeur glomique, donc, il a joué un rôle très important, surtout dans la confirmation de délimiter la tumeur, de localiser la tumeur, également de suivre, également de faire en post-opératoire pour ne pas laisser des résidus tumoraux qui sont source de récidive de cette tumeur glomique qui est assez résistante au traitement. Parfois, il y a même après la chirurgie, il y a la récidive. Donc, la quatrième observation, concernant le patient, donc un patient de 54 ans, sans antécédents pathologiques notables et qui présente depuis 1 an une lésion verruqueuse du 4e droit qui résiste au traitement. Donc, cette tumeur verruqueuse. Donc, devant ce tableau, donc on a évoqué pas mal de diagnostics, une verrue vulgaire, maladie de Bowen, un carcinome verruqueux. Donc, la dermoscopie. Qu'est-ce qu'on voit à travers, on pose notre dermoscope. Donc, on voit cet aspect verruqueux, papillomateux, un patron un peu digitiforme. Et vous voyez à ce niveau une vascularisation glomérulaire localisée. Donc, ça nous oriente vers la maladie de Bowen. Également, donc, et la biopsie, il a confirmé cette maladie de Bowen. Donc,
Donc, après donc la confirmation du diagnostic, il faut résoudre le problème, il faut intervenir. Également, après une avulsion chirurgicale, donc on pose notre dermoscope, c'est la dermoscopie opératoire, parce qu'il y a deux doubles composantes de la tumeur, parce qu'il y a une partie qui est visible, une partie qui est sous-inguale. Donc il faut voir délimiter cette tumeur au niveau sous-ingual et pour assurer la chirurgie. Donc également, c'est-à-dire on peut voir l'extension également sous-inguale de cette tumeur. Donc afin de réaliser la chirurgie micrographique de Mohs. Donc la maladie de Bowen, il est actuellement considérée comme une grande simulatrice au niveau de l'appareil inguinal. Il peut se présenter sous différentes formes. Bande érythronichique, donc mélanonichique, également psoriasiforme, verrue, ulcération. Donc vous voyez un aspect parfois véritable tumeur végétante. Donc c'est une publication aux annales, donc sous forme d'une maladie de Bowen, c'est présenté uniquement sous forme d'une bande érythronichique. Tout l'intérêt d'évoquer donc cette maladie devant une toute érythronichie. Donc parfois la biopsie s'impose dans certaines situations lorsqu'il y a on n'arrive pas à trancher. Donc surtout pour le diagnostic différentiel avec l'onychopapillome. Donc un autre cas du service, donc c'est une tumeur verruqueuse. Donc si on pose notre dermoscope, vous voyez cette vascularisation glomérulaire localisée, donc en patchy, donc c'est très orientatrice donc, de la maladie de Bowen. Donc la cinquième observation concernant cette patiente de 45 ans, couturière de profession, qui présente depuis 5 ans cette dystrophie douloureuse. Il était traité à plusieurs reprises pour onychomycose. Donc la dermoscopie, donc classique, donc on pose notre dermoscope. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit pas mal d'informations. Donc cette bande érythronichique. Donc vous voyez la lunule, c'est tout ce qui est blanc, et vous voyez cette bande érythronichique, il est sous-inguale, d'accord? Avec une dystrophie, onycholyse distale, parfois une onycholyse donc hyperkératose sous-inguale, donc et également onychoschésie, un dédoublement lamellaire distal. Donc l'exploration chirurgicale. Donc, vous voyez, ces tumeurs, je réalise également une dermoscopie péropératoire. Donc, je localise cette tumeur, donc, qui donne un aspect rose pâle, donc, ce qui permet également de délimiter l'exérèse chirurgicale parce que c'est une zone très limitée. Donc, la chirurgie, donc la dermoscopie péropératoire, actuellement, il joue un rôle très important en chirurgie. Donc, également, on fait l'exérèse de toute la tumeur et donc, c'était confirmé une tumeur glomique. Donc, la tumeur glomique sur le plan dermoscopique, c'est le plus souvent, il apparaît sous forme de taches violacées, parcourues de fines télangiectasies. C'est un aspect très orientateur, surtout dans cette forme qui est un peu géante. Également, la dermoscopie péropératoire, il joue un rôle de délimiter également, grâce à ces fines télangiectasies, cet aspect violacé, de délimiter la tumeur, également un rôle chirurgical pour éviter les récidives. Donc, l'exérèse totale de la tumeur. Donc, la sixième observation concerne une patiente de 26 ans, donc infirmière, qui présente depuis 1 an cette lésion, donc qui était traitée pas mal de fois par onychomycose. Donc, il a reçu pas mal d'antimycosiques, mais sans résultat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on pose notre dermoscope. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit une zone qui est onycholytique parce que c'est une lésion unique. Donc, lésion onycholytique. Et le plus souvent, en matière d'onycholyse, il faut toujours distinguer cette zone qui est cette ligne de détachement. Donc, c'est très important parce que la transition, elle est très importante. On voit un petit liseré érythémateux. Donc, si on voit la littérature, onycholyse, un liseré, surtout si la limite de cette lésion elle est bien délimitée. Donc, s'il y a cette transition avec le 1, on est orienté vers le psoriasis. Mais vu que c'est une lésion unique, d'accord? Donc, sur le plan, donc, on a évoqué pas mal de diagnostics. Donc, l'onycholyse psoriasique, l'onycholyse mécanique, traumatique, l'onycholyse mycosique et l'onycholyse tumorale. On va voir quelles sont les différentes dermoscopiques en matière d'onycholyse. Donc, si on a, donc, je vous ai dit qu'il faut, surtout en matière d'onycholyse, voir la ligne de détachement, la ligne postérieure. Donc, si vous trouvez une ligne qui est irrégulière, dentelée, donc en scie, d'accord? Donc, on est orienté vers l'onychomycose. Donc, d'autant plus si vous avez d'autres éléments, à savoir cette hyperkératose distale, partie onychie, donc parfois onychophytome, d'accord? Donc, on confirme qu'il y a une onychomycose. Donc, il y a un autre patient qui se présente avec onycholyse
Et vous voyez, toujours en matière d'onycholyse, donc il faut voir cette ligne, il est bien limité. La transition, il se fait avec un liseré donc, érythémateux, et ça se voit dans le psoriasis, l'onycholyse psoriasique. L'onycholyse traumatique, quant à elle, donc il y a une bonne délimitation de cette zone onycholytique, mais la transition, il va se faire avec un lit qui est tout à fait normal, donc rose pâle. Le plus souvent, parfois, on peut trouver des hémorragies, des micro-hémorragies qui témoignent qu'il y a cette notion de traumatisme. Donc, en voyant le bord libre, donc on tombe sur une tumeur sous-angulaire. C'est-à-dire, n'hésitez pas à voir ce bord libre. Donc, parfois, il donne pas mal d'informations. Donc, et également, la radio s'impose donc pour voir est-ce qu'un processus osseux sous-jacent, parce que la partie, il est très réduite, cette partie anatomique, il est très réduite. Parfois, il y a des processus osseux qui peuvent donc émerger, donc proliférer sous l'angle. Donc, l'exploration chirurgicale. Et vous voyez également dermoscopie péropératoire, donc un aspect papillomateux, et la biopsie exérèse était en faveur d'une verrue sous-inguinale. Donc il faut savoir que les verrues sous-inguinales, ils peuvent endommager le lit de l'ongle responsable d'onycholyse. En raison de leur emplacement, donc avec la pression qu'ils exercent, ils peuvent être douloureuses, donc entraîner une douleur beaucoup plus importante. Il faut savoir, une verrue de l'ongle qui résiste au traitement, il faut penser à une maladie de Bowen ou bien un carcinome épidermoïde. C'est-à-dire c'est le principal diagnostic qu'il ne faut pas éliminer. Donc, sur le plan dermoscopique, il y a des cas de service. Donc, vous voyez cet aspect de verrue sous l'ongle. Il y a l'onycholyse. Donc, vous voyez la délimitation, il est bien limité. Ça témoigne qu'il y a une onycholyse mécanique. Vous voyez ces piquetés, l'aspect papillomateux, des piquetés hémorragiques avec une bonne délimitation, parfois une disparition également des dermatoglyphes. Donc, un autre cas d'un enfant, donc vous voyez cet aspect papillomateux, des piquetés hémorragiques et onycholyse également parce qu'il y a une extension sous l'angle. Donc, parfois, la dermoscopie il peut mettre en évidence des verrues à un stade beaucoup plus précoce, donc avec de fines télangiectasies, donc des piquetés, donc au niveau, donc, dans ce cas publié, donc à des stades beaucoup plus précoces. Donc, la 7e observation concernant cette patiente qui se présente avec cette dystrophie donc, de l'angle, douloureuse. Également, la dermoscopie, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit en quelque sorte cette tache violacée, d'accord, avec une crête longitudinale, onycholyse en V, une hyperkératose. Donc, ça peut rejoindre la tumeur glomique, l'onychopapillome. En quelque sorte, on n'a pas cet aspect d'hémorragie. Donc l'exploration chirurgicale également, on tombe sur une zone qui est violacée, donc bien délimitée, et donc l'exérèse chirurgicale, c'était donc avec une dermoscopie ex vivo, donc un aspect, donc vous voyez rose pâle, et également la conclusion est en faveur d'une tumeur glomique. Donc la 8e observation concernant le patient âgé de 30 ans, sans antécédent pathologique notable, qui présente depuis 1 an cette tumeur sous l'angle. Donc devant ce tableau, il y a plusieurs diagnostics. La dermoscopie, vous voyez, c'est onycholyse, donc bien délimitée, sans transition avec le lit de l'angle. Donc, vous voyez un aspect kératosique, donc au niveau du bas, il n'y a pas de vascularisation, une bonne ligne de démarcation. Et la radio, on tombe sur l'exostose. Donc, j'ai trouvé donc l'exérèse chirurgicale, donc un papier récemment publié en 2017 concernant l'aspect dermoscopique de l'exostose donc sublinguale, donc qui a montré que donc 70% des cas sont que c'est les ectasies vasculaires avec une hyperkératose dans 60% des cas et l'onycholyse dans 40% avec l'ulcération dans 30% des cas. Donc, quelques cas du service, vous voyez un aspect d'exostose, mais qui s'est présenté avec un aspect ulcéré, parfois hémorragique, donc avec onycholyse. Un autre cas exostose sous forme hyperkératosique, avec une bonne ligne de démarcation, onycholyse ajoutée. Donc, la 9e observation, concernant un patient de 45 ans, sans antécédent pathologique notable, qui présente depuis 2 ans cette bande mélanonichique, donc des doigts du pied, donc une seule lésion unique. Donc sur le plan dermoscopique, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est bénin? C'est malin. Est-ce que c'est... Quels sont les critères de bénignité?
Il y a la régularité, l'homogénéité, il y a les bandes, vous voyez quelques bandes qui sont bien limitées, donc parallèles, régulières. D'accord ? Et lorsqu'on va voir, donc qu'est-ce que vous voyez ici ? Donc on voit. Donc ce n'est pas un signe de Hutchinson. Le signe de Hutchinson, c'est une pigmentation de la cuticule ou bien du repli, mais cette pigmentation, elle apparaît par transparence. Donc c'est un pseudo-Hutchinson. Donc vous voyez, et lorsqu'on va voir ici, on a une petite pigmentation. Donc également, il faut toujours, en matière de bandes mélanchiques, voir le bord libre pour déterminer à quel niveau il y a l'origine, l'étiologie de la pigmentation. On voit que la pigmentation, elle est totale. Parfois, ça témoigne que c'est une localisation matricielle totale postérieure ou antérieure. On va voir par la suite. Donc la biopsie matricielle était en faveur d'un mélanome in situ. Donc il faut savoir que même actuellement, avec un patron régulier, il y a le risque donc, de trouver un mélanome. On va voir la technologie, la nouveauté en matière de bandes mélanoïchiques. Donc il y a les diagnostics différentiels avec les mélanoïchies. Il y a une petite pigmentation à ce niveau. Est-ce que... Oui. Oui. Le plus souvent, il faut revoir la clinique parce que zone lésion monodactylique, l'âge du patient, donc l'évolutivité également, il faut penser à un mélanome. Oui. Donc, il y a les diagnostics différentiels, c'est-à-dire la dermoscopie également, elle joue un rôle de faire la part entre différents types de mélanochie. Oui, oui. Oui. Mélange de friction, le plus souvent, le patron, s'il est régulier, brun, clair, parfois on peut trouver donc régulier comme on le voit ici, avec des micro-hémorragies. Le plus souvent, c'est la localisation, l'interrogatoire également qui vont nous orienter vers l'étiologie. Donc il y a, lorsqu'on est des bandes, donc un patron qui est régulier, brun, régulier, donc vous ne voyez pas d'envahissement, de pigmentation de la cuticule, donc ni de l'hyponychium, donc on est orienté vers un névus. Donc là, parfois, il y a des patrons, ce qu'on appelle les patrons gris réguliers. Donc ça se voit, si vous êtes devant ce patron, donc ça se voit dans les mélanochies médicamenteuses. Le plus souvent, il y a l'interrogatoire, donc l'imputabilité médicamenteuse parce que le patient il prend certains médicaments. Également l'aspect qui est régulier, donc vous voyez des bandes régulières, couleur brun, parfois ethnique ou bien un lentico. Dans ce cas, la bande, il est un peu inhomogène, donc vous voyez. Est-ce que c'est méchant, bénin? C'est malin. Donc vous voyez, la pigmentation elle est inhomogène, donc il n'y a pas d'envahissement de la cuticule, c'est ce qu'on appelle le pseudo-Hutchinson, c'est par transparence. Mais à côté de cette pigmentation, on trouve d'autres éléments, à savoir des stries longitudinales, des hémorragies filiformes, une pachyonychie. Donc ça se voit, le prélèvement, ça se voit dans la mélanochie mycosique, fongique. Surtout la forme nigricans qui peut donner. Donc il y a un autre aspect dermoscopique d'une bande. Vous voyez l'irrégularité des lignes et vous voyez cette pigmentation qui n'est pas visible donc, sur le plan clinique, ce qu'on appelle le signe de Hutchinson dermoscopique. N'est pas de clinique, donc il faut voir, c'est témoin que c'est un mélanome. Donc vous voyez un aspect donc, de bande irrégulière, vous voyez l'envahissement de la pigmentation, ce qu'on appelle le signe de Hutchinson, également au niveau du repli dorsal et également au niveau de l'hyponychium. C'est un mélanome. Donc l'aspect triangulaire, donc vous voyez un aspect triangulaire avec une pigmentation, vous voyez le signe de Hutchinson et une dystrophie. Donc si vous avez cet aspect, c'est très en faveur de mélanome. Donc l'hématome, également la dermoscopie en matière d'hématome, la dermoscopie permet de faire la part entre les pigments mélaniques également avec le sang. Donc le sang, il apparaît le plus souvent sous forme rose, parfois bleuâtre, parfois rouge pourpre. Contrairement à la pigmentation où on a un aspect beaucoup plus brun, parfois noir. Donc la pigmentation, il faut savoir en matière d'hématome,
il ne faut pas oublier qu'il y a des tumeurs qui peuvent saigner et se représenter. Donc, sur l'aspect, on peut trouver uniquement un aspect d'hématome. Donc, il faut soit on traite l'hématome ou bien faire un monitoring. Donc, un aspect d'hématome sous-inguinal. Donc, la dermoscopie du bord libre s'impose actuellement donc, pour déterminer l'étiologie de la pigmentation. Donc, si on a une pigmentation au niveau de la partie inférieure de la tablette, ça témoigne que l'étiologie est au niveau de la matrice distale. Si vous avez une pigmentation au niveau de la partie supérieure de la tablette, c'est la matrice proximale. Donc, c'est un aspect, donc vous voyez un patient qui consulte pour cette tache noire. Donc, si on voit la dermoscopie du bord libre, on ne voit pas de pigmentation de la tablette, c'est beaucoup plus une petite lamelle, donc sous l'angle, c'est à moins qu'il y a une hémorragie. Donc, un patient qui se présente avec cet aspect, cette tache, donc suite à un traumatisme. Vous voyez la dermoscopie, qu'est-ce que vous voyez? Des spots, donc rouge pourpre, donc ça témoigne qu'il y a une hémorragie. Si on voit le bord libre, donc ça peut révéler une tumeur sous l'angle. Donc actuellement, le développement de la chirurgie, donc la dermoscopie péropératoire, donc une équipe également, un papier récent, donc qui a objectivé l'intérêt et la sensibilité de cette dermoscopie péropératoire par rapport à la dermoscopie classique. Donc il a montré quelques patrons qui sont beaucoup plus sensibles. Donc je passe parce qu'il y a des cas où, chez qui on a fait une dermoscopie classique, était bénin, en faveur des patrons bénins. Lorsqu'on a fait une dermoscopie péropératoire, il y avait donc des patrons qui sont méchants. Donc des patrons, un gris régulier, donc c'était donc bénin, un gris régulier bénin, un gris également brun, donc avec un patron qui est celui-là, il est bénin, donc c'est un patron régulier avec des globules. Donc un patron régulier avec donc, des taches selon l'article et un patron irrégulier. Donc j'ai des cas du service, donc un patient se présente avec cette bande mélanchique, donc on voit cet aspect qui est plus ou moins grossièrement régulier, donc avec une pigmentation, c'est-à-dire la pigmentation ne dépasse pas le repli dorsal. Donc le bord libre, donc vous voyez cette pigmentation du bord libre, surtout la partie inférieure. Donc ça témoigne que la pigmentation est d'origine de la matrice distale. Et je fais la dermoscopie péropératoire. C'était un patron irrégulier avec des globules et c'était en faveur d'un névus donc matriciel. Donc un autre cas du service, donc une patiente qui se présente avec cette bande. Vous voyez l'irrégularité des bandes. Donc vous voyez une couleur qui est un dégradé de noir. Donc vous voyez l'irrégularité, surtout le parallélisme, donc l'épaisseur des bandes. Et également la dermoscopie du repli. Vous voyez la prédominance au niveau du bord, donc la partie inférieure, ça témoigne que l'étiologie est matricielle distale. Et vous voyez la dermoscopie péropératoire, vous voyez l'irrégularité, un patron irrégulier, donc avec une chef biopsie en faveur de mélanome in situ. Et merci pour votre attention.